Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok, Bonjour. ok, bonjour, parfait. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est l'avant-dernier labo. On va parler des externalités, essentiellement. Voilà, les interactions qui pourraient exister donc dans l'économie. Et je pense que le vendredi, vous allez terminer avec les actions du gouvernement, donc l'intervention du gouvernement. Donc, on va faire ce labo-là le mardi prochain et le mercredi prochain. Je pense que le professeur devrait avoir une quiz pour vous, normalement pour le cours du vendredi, qu'on va essayer de terminer le mercredi. OK. Alors, on va commencer rapidement. C'est pas compliqué. En tout cas, dans les derniers cours, il n'y a pas trop de calcul. Donc, C'est juste la seule chose pour le premier numéro, c'est que je ne savais pas à quel point il voulait des explications, puis qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse. C'était juste de répondre aux questions, d'expliquer pourquoi telle affaire. là, je n'ai pas compris la question, Antoine. Mais dans le fond, pour la première question, là, je vois le corriger, fait que je vois qu'il fallait répondre, mais pas, c'était pas tant que ça. Mais là, c'est ça, quand j'ai fait le numéro, c'est ça, je n'étais pas sûr de dire à quel point il faut répondre et développer là-dessus. Okay. Oui, c'est ça en fait, c'est toutes les questions. De quel type d'externalité s'agit-il? Est-ce que le bénéfice marginal de l'activité est supérieur ou égal au bénéfice marginal pour l'individu? Répondre à cette question en fait. Et le coût marginal de l'activité est-il supérieur ou égal au coût marginal? Est-ce que sans intervention, y aura-t-il trop peu ou trop enfin, plus que ce qui est efficace? Donc, voilà, c'est juste un peu ça pour fixer les idées par rapport aux externalités. Il n'y a pas de calcul en tant que tel, vu que la question en soi, regardez, Monsieur Cho plante des fleurs colorées dans sa cour avant. Ben, il n'y a aucun chiffre qui nous permet de calculer quoi que ce soit. OK? Voilà, donc, c'est vraiment l'intuition en fait qui nous permet de répondre. Donc, s'il plante des fleurs colorées dans sa cour avant, bon, est-ce que ça dérangerait le voisin ou ça embellirait le quartier? C'est ça, en fait, l'idée essentielle. C'est-à-dire certaines actions que tu peux poser qui peuvent avoir des impacts sur le voisinage, positivement comme négativement. Donc, c'est dans ce sens-là que le premier exercice, en fait, est dirigé. Donc, quand M. Cho plante beaucoup de fleurs colorées dans sa cour avant, c'est une externalité positive puisque d'autres personnes aiment regarder les fleurs de M. Cho. Et le bénéfice social marginal de regarder les fleurs est plus grand que le bénéfice privé, parce que c'est une externalité positive. En conséquence, moins de fleurs seront plantées que ce qui est socialement optimal. Dans le sens que, je pense que vous le savez, euh, quand le public a plus d'intérêt pour la chose que le privé, c'est-à-dire que c'est le privé qui mène une action qui bénéficie pour tout le public, alors, le public aimerait que cette action-là soit encore menée plus davantage, mais vu que le privé ne considère pas ce que le public gagnerait, bah, il se limiterait juste à ce qui lui convient. C'est comme M. Cho, mais il ne va pas aller planter les fleurs dans tout le quartier pour embellir la cour de tout le monde. Donc, il va juste s'arrêter devant sa maison parce que c'est ça. Quoique tout le quartier, peut-être la ville aimerait que bon, il y ait des fleurs partout pour embellir la ville en été. Hein. On est dans ce concept-là, que tout le monde aime les fleurs. On suppose qu'il n'y a personne qui déteste les fleurs. Voilà. C'est une hypothèse de base. Okay? Donc, il n'y a personne qui déteste les fleurs, donc tout le monde aimerait les fleurs. Mais M. Cho ne va pas se mettre à faire ce travail-là, à planter des fleurs pour tout le monde. Il va en planter juste pour lui-même et ce qui n'est pas optimal pour la société. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et la deuxième question, c'est votre voisin aime faire des feux de joie dans sa cour et fait souvent des étincelles
arrive sur votre maison. Il fait souvent arriver des étincelles sur Pourquoi vous votre dites que maison. le bénéfice social est plus grand? Pardon? Je n'ai pas très bien entendu la question. Pardon, je vous entends pas. En fait, Allô? Est-ce que c'est la connexion? Moi, je vous entends bien. Puis je pense que sa question était pourquoi c'est un bénéfice, pourquoi le bénéfice social marginal est plus grand que le bénéfice privé? Mhm. OK. Là, est-ce que vous m'entendez maintenant? oui, pardon, ma connexion Internet est vraiment pas bonne aujourd'hui. OK, d'accord. Voilà pourquoi le bénéfice social ou bien le bénéfice public est plus grand que le bénéfice privé. C'est parce que M. Cho même fait partie donc de la société. Donc, quand vous voulez le bénéfice social, ça va prendre le bénéfice de M. Cho, plus le bénéfice de son voisin, plus le bénéfice de tout le monde. Et vu que tout le monde, le bénéfice des autres est supérieur ou égal à zéro, on sait qu'il n'est pas, c'est pas négatif. Donc, l'hypothèse de base est que tout le monde aime les fleurs. Donc, assurément, le bénéfice du voisin en regardant les fleurs de M. Cho, ça lui procure un peu du bonheur ou bien du bien-être. Donc, quand on additionne tout ça, ça sera supérieur au bénéfice donc, de M. Cho seul. Donc, ce qui fait que le bénéfice social est plus grand que le bénéfice privé. Merci. Bienvenue. Puis comme on a une externalité positive, on fait seulement parler des bénéfices, on ne parle pas du coût social parce qu'il n'y en a pas, c'est ça? Ouais, ben, il y a le... Bon, ici, il y a le coût quand même. M. Cho, il dépense de l'argent pour, euh, pour, euh, pour planter les fleurs. D'accord? Donc, quelque part, son coût privé, il le supporte tout seul. Il n'y a pas de coût social, en fait. Bon, on peut dire que le coût social, c'est encore égal au coût privé parce qu'il n'y a pas d'intervention du gouvernement. C'est pour ça que la question, c'est sans intervention, y aurait-il peu ou trop? Donc, vu qu'il n'y a pas d'intervention du gouvernement, c'est que M. Cho va planter juste ce qui lui convient. Maintenant, s'il y a intervention du gouvernement, le gouvernement va subventionner M. Cho en lui donnant encore beaucoup plus d'argent et M. Cho va se permettre, enfin, va s'occuper en plantant juste des fleurs dans les quartiers. Et le montant de subvention, okay, ou bien l'allocation du gouvernement à M. Cho serait égal exactement au bénéfice social. C'est-à-dire que le gouvernement ne donnerait pas plus que la société en a besoin. Le gouvernement n'amènerait pas M. Cho à implanter même sur l'autoroute. Donc, ce qui fait que le coût social serait égal au bénéfice social à un moment donné. Mais vu qu'il n'y a pas de chiffres ici, on ne fait pas les calculs. OK. Alors, donc ici, on dit, contrairement à M. Cho, donc, il y a un autre voisin, lui, il aime faire des feux d'artifice, des feux de joie dans sa cour, et ce qui fait arriver des étincelles sur votre maison. S'agit-il d'une externalité positive ou négative? Ben, c'est négatif parce que lui, ça fait de la joie, il le voit, mais ça ramène des feux, des étincelles sur vous, votre maison, et c'est un danger pour vous. Vous n'aimez pas ça. Si c'est que vous profitez aussi, je ne sais pas, hein, je sais pas comment les maisons seront, mais si c'est que vous profitez aussi de feux de joie, ben, peut-être que oui. Mais là, tout ce que vous profitez, c'est les étincelles qui arrivent sur votre maison. Donc, vous n'en profitez pas. Donc, il y a une externalité négative. OK? Un coût externe, le risque que votre maison prenne feu des étincelles du feu de joie de votre voisin. Donc, ça, c'est un coût pour vous. Et cela vous est imposé. Autrement dit, le coût marginal social initial est supérieur au coût marginal encouru par votre voisin. OK? Pourquoi ça? Parce que la dépense de votre voisin pour acheter les feux d'artifice et puis les faire, plus maintenant, donc le risque, enfin la dépense donc, pour se faire réparer son toit quand ça va prendre le feu, bien,
Si vous n'êtes pas assuré, on suppose. Mais si vous êtes assuré aussi, c'est un coût d'ailleurs. Donc, ça fait des dépenses supplémentaires de votre côté. Donc, quand on regarde tous les coûts, ça va dépasser le coût privé. OK? Et puisque votre voisin ne prend pas en compte ce coût externe, il aura plus de bénéfices que vous. OK? Et ici, on voit que le bénéfice social est plus petit que le bénéfice privé. D'accord? Parce que les autres ont un bénéfice comme négatif et vous, vous avez un bénéfice positif. Si on additionne tous les bénéfices seront plus petits que vous, votre bénéfice. OK? Donc, dans une telle activité, le gouvernement n'a pas intérêt à intervenir pour subventionner. Au contraire, le gouvernement va imposer. OK? Parce que le gouvernement devrait imposer, mais on n'a pas intérêt que le gouvernement vienne subventionner votre voisin pour qu'il fasse des feux d'artifice ou des feux de joie tous les soirs. Donc, si le gouvernement n'intervient pas, lui, il va continuer toujours d'en faire et ce serait au-delà donc de ce qui est normal, enfin, de ce que la société aimerait. Donc, si le gouvernement intervenait, le gouvernement pourrait lui imposer un certain rythme, dire ah non, il ne faut pas le faire en été, il faut le faire peut-être en hiver seulement et tout. Donc, le gouvernement va venir diminuer en fait l'activité de feux de joie. Okay? Donc, quand il y a une externalité négative, l'intervention du gouvernement doit faire venir diminuer parce que l'externalité négative va faire en sorte que l'activité sera au-delà de ce qui est socialement optimal. Mais quand il y a une externalité positive, l'activité sera en dessous, bien de ça, donc de ce qui est socialement optimal. OK. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Maïja, qui vit à côté d'un verger, décide de garder des abeilles pour produire du miel. OK. Bon, là, la réponse à cette question, ça dépend maintenant. C'est vrai qu'il n'y a rien qui est précisé. Maintenant, c'est l'analyse de tout un chacun qui sera interprétée. Bon, là, ici, nous, on a pris le côté positif de la chose en disant que les abeilles pollinisent les pommiers de son voisin et confèrent donc un avantage externe au propriétaire du verger. Le bénéfice social marginal est donc supérieur au bénéfice marginal pour Maïja, puisque Maïja ne tient pas compte des avantages externes, elle gardera moins d'abeilles que ce que son voisin aurait aimé ou bien ce qui est socialement optimal. Okay? Parce que le verger, voilà, les pommiers sont pollinisés par les abeilles. Mais quelqu'un qui est allergique aux abeilles peut décrire le problème d'une autre manière. C'est pas parce que j'ai un verger, moi-même je déteste les abeilles. Bon, ça c'est à gauche. Okay? Dire que je déteste les abeilles, donc ça va me créer des externalités. Bon, ce n'est pas le but de l'exercice, parce que l'exercice précise que l'exercice nous met dans un contexte. Ok? Voilà. Maïja vit à côté d'un verger. On n'a pas dit Maïja vit à côté des enfants qui pourraient se faire piquer par des abeilles. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Si on avait dit que Maïja vit à côté des enfants qui pourraient se faire piquer par des abeilles, là, l'externalité serait négative. Ok? Maintenant, dans ce contexte où l'externalité est positive, on nous dit que, effectivement, le propriétaire du verger profite en fait du fait que Maïja garde des abeilles. Ok. Donc, est-ce que Maïja va en garder autant pour pouvoir satisfaire complètement le désir donc, du propriétaire du verger? Non, ça ne fait pas partie de son calcul. Il va juste en garder le maximum que lui, il voudrait. Ok. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, la dernière qui concerne cette série de questions, c'est Justine qui achète un gros SUV qui consomme beaucoup d'essence. OK. Bon,
ça, bon, le contexte est vraiment donc un contexte donc de, comment je vais dire, de l'environnement, concept environnemental. Donc, dans ce sens, oui, parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question, bon, c'est quoi le rapport avec l'externalité? C'est ça en fait. C'est parce que quand ça consomme beaucoup d'essence, bon, il y a d'autres qui vont dire, ah non, quand ça consomme beaucoup d'essence, là, c'est que Justine va acheter beaucoup d'essence, donc ça va profiter aux vendeurs d'essence, Ultramar, Petro-Canada, mais bon. Bon, c'est possible hein, de faire l'analyse dans ce sens-là. Mais dans un contexte environnemental, c'est une externalité négative. Okay? C'est pour ça qu'on construira des voitures électriques. Donc, la combustion d'essence produit des gaz toxiques, ce qui impose un coût externe aux autres. Le coût social marginal est supérieur au coût marginal supporté par Justine. En conséquence, plus de gens achèteront des VUS que ce qui est socialement optimal. Donc, les gens vont seulement acheter sans tenir compte vraiment de l'environnement ou bien de ce que ça causerait vraiment sur l'environnement s'il n'y a pas de mesures. Donc, c'est pour ça que les gouvernements sont incités à financer même les propriétaires de voitures électriques. Voilà. Donc, pour pouvoir réduire le niveau donc, de consommation ou bien d'achat des voitures VUS, SUV. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des questions là-dessus? Ok, c'est parfait. Alors, cet exercice aussi, on va essayer de faire un peu donc, dans un contexte environnemental également. Donc, on nous donne 2 entreprises de nettoyage à sec de Montréal, qui sont les entreprises A et B. Voilà. Et ces entreprises-là sont une source majeure de pollution atmosphérique. Ensemble, elles produisent actuellement 350 unités de pollution atmosphérique que la mairesse de Montréal, madame, j'ai oublié, la mairesse de Montréal souhaite réduire à 200 unités. OK, donc actuellement, elles sont à 350 unités et elle veut réduire ça à 200 unités. Le tableau ci-dessous montre le niveau de pollution actuel produit par chaque entreprise et chaque coût marginal de l'entreprise pour réduire sa pollution. Le coût marginal est constant. Okay. Donc, l'entreprise A produit 230 unités, l'entreprise B 120. Et le coût marginal de réduction donc pour l'entreprise A, pour réduire une unité de pollution, elle va dépenser 5 $. Et pour l'entreprise B, ça va lui coûter 2 $. Alors, supposons que la ville de Montréal adopte une loi sur les normes environnementales qui limite chaque entreprise à 100 unités de pollution. Quel serait le coût total pour les 2 entreprises si chacune devrait réduire sa pollution à 100 unités? Bon, c'est comme un calcul de cours du secondaire. Donc, pour l'entreprise B, pour réduire à 100 unités, elle doit diminuer de 20. Donc, 20 fois 2 $, ça fait 40 $. Ce sera le coût pour l'entreprise B. Pour l'entreprise A, elle doit diminuer de 130. Donc, 130 fois 5 $, ça fait alors 650 $. OK? Donc, c'est ça. Donc, le coût total serait 650 $ plus 40 $. Ça va faire 690 $ comme coût total, OK, pour les 2 entreprises afin de pouvoir réduire la pollution à 100 unités chacune des entreprises. OK? C'est simple que ça. Petit 2, supposons que Madame Plante, voilà, c'est la mairesse de Montréal, délivre 100 permis de pollution à chaque entreprise. Chacun donnera droit à une unité de pollution et que c'est j'ai fait une erreur, c'est permis, ok, et que ces permis peuvent être échangés, ok, c'est-à-dire que elle donne comme des permis, sans permis à chaque entreprise, et maintenant les entreprises peuvent s'échanger des permis, c'est-à-dire que l'entreprise A peut dire ok, moi je garde 50, je vends 50 permis à l'autre entreprise. Okay. Le but c'est que Madame Plante veut avoir juste
200 unités de pollution. Peu importe qui produit 100, qui produit 50, on s'en fout. L'essentiel, c'est que pour les deux entreprises, je veux qu'il y ait 200 unités uniquement. Si elles font 100, ben, c'est pas grave. Si elles font 50, 150, c'est pas grave, quoi. C'est l'idée. Alors, donc, c'est dit qu'elles peuvent échanger, les entreprises, elles peuvent échanger donc leur permis, pourvu que, voilà, qu'elles s'entendent pour un niveau optimal de 200. Donc, combien vaut chaque permis de réduction de pollution pour l'entreprise A, pour l'entreprise B? C'est-à-dire combien chaque entreprise serait-elle au maximum disposée à payer pour un permis supplémentaire? OK? Je ne sais pas si la question est claire quand même, mais la réponse est simple. Ben, c'est parce que moi, je n'ai pas fait ça parce que je me disais, si B, ça lui coûte 40 $ pour limiter sa pollution totale, puis qu'il n'y a pas qu'il entre dans la légalité, moi, je me suis dit, ben, son permis, il ne voudra pas le payer plus que 40 sous. Fait que dans le fond, parce que si ça lui coûte plus cher d'acheter ses permis, ben, à la place, il va juste payer l'amende, ça va lui coûter moins cher. C'est ça que je me disais, moi. Oui, c'est un peu la même réflexion, mais sauf que tu n'as pas tenu compte de ça. Où est ça? C'est pour la question. Alors, peut-être c'est moi qui ai mal posé. C'est la ligne juste en dessous. Chacun a droit à une unité de pollution. La deuxième ligne. Chacun donnera droit à une unité de pollution. Oui, et que ce permis peut être échangé. Combien vaut chaque permis, OK, de réduction? Voilà. Donc, c'est ici. Parce qu'il est-tu obligé d'en acheter 100? Tu sais, il est obligé d'en acheter 100? D'en acheter? J'essaie de comprendre, est-ce qu'il faut absolument qu'il achète ses 100 permis, puis après ça, il fait ce qu'il veut avec, ou il peut juste en acheter une partie? C'est ça ma question. Oui, il peut en acheter une partie. Il peut acheter le 100 aussi. OK? Mais ici, la question maintenant, c'est de savoir combien vaut chaque permis. Combien? C'est-à-dire, si l'entreprise B veut acheter En des fait, permis. monsieur, Oui. juste une petite question. Les 100 premiers permis, ils sont donnés à chaque entreprise. Chaque entreprise reçoit 100 permis de pollution. Et là, ils peuvent les échanger après entre eux. C'est à ce moment-là que c'est monétisé. Oui, c'est ça. À la base, ils ne les payent pas les 100 premiers permis qu'ils reçoivent de la ville. Est-ce que c'est bien ça? Il achète les 100 permis. OK? Il achète les 100 permis. Et vu, c'est comment ça on appelle la théorie des jeux? C'est parce que, bon, l'entreprise sait que, bon, je sais qu'on est dans le cadre de, si on prend l'entreprise B, c'est là que le problème se pose, OK? Regardons l'entreprise A, qui après, on va regarder pour l'entreprise B. Pour l'entreprise A, on est sûr et certain que, ben, elle va acheter plus de 100 permis. Normalement, elle devrait acheter plus de 100 permis. Là, on est d'accord, hein? Parce qu'il faut qu'elle réduise sa production jusqu'à 100 unités. OK? Oui. Et l'entreprise B, elle aussi, il faut que elle réduise sa pollution jusqu'à 100 unités. Donc, c'est comme chaque unité te donne droit à une pollution. OK? Alors, comment je veux dire? Maintenant, bon, c'est parce qu'on sait que l'entreprise B, je sais un peu ce qui vous confond. C'est que ici, on sait déjà que l'entreprise B produisait 120. OK? Et que maintenant, elle doit réduire à 100. OK? Elle doit réduire à 100. Et donc, vous dites là, OK, donc c'est juste 20, elle doit réduire de 20 unités simplement. Mais si elle réduit de 20, mais ça veut dire qu'elle a 100 permis.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je ne comprends pas le contexte de la question. Parce que les exemples qu'on avait faits qui ressemblaient à ça en classe, c'était qu'en fait, les entreprises, après, elles peuvent, comme sur un marché secondaire, se vendre entre elles Oui. ces permis-là. Donc, ils peuvent échanger, par exemple, l'entreprise A, ce qu'elle aimerait faire, c'est avoir ses 200 permis au total. Oui. Et elle est prête à les payer tant que ça lui coûte moins cher Tout à fait. d'acheter des permis plutôt que d'avoir des coûts pour des réductions Oui, exactement, c'est le de même pollution. contexte. Ok. C'est ça, c'est le même contexte en fait. Maintenant, c'est juste que cette question, d'abord, nous dit en fait quel est le prix maximum pour l'acheter auprès de la mairie. C'est-à-dire que un permis pour la pollution vaut 5 dollars pour l'entreprise A et 2 dollars pour l'entreprise B. Parce que le coût de réduction, c'est pour ça que j'ai dit que l'analyse que comment il s'appelle Antoine, ouais. L'analyse qu'Antoine a faite tantôt, c'est la même chose. Parce que là, c'est 2 dollars. C'est 2 dollars le coût marginal pour réduire d'une unité pour l'entreprise B. Alors, si on me vend un permis pour me permettre de pouvoir produire et dont le prix dépasse 2 dollars, ben, je vais préférer produire. Non, je vais préférer ne pas produire et réduire ma production d'une unité plutôt que de payer plus que 2 dollars. On est d'accord, non? Plutôt que d'acheter un permis qui va me coûter plus que 2 dollars et de produire, je préférerais ne pas acheter le permis et de réduire et ça va me coûter moins que 2 dollars. Enfin, ça va me coûter 2 dollars moins que ce que je dois payer. C'est pour ça que le prix que l'entreprise B serait prête à payer auprès de la mairie serait de 2 dollars. Et l'entreprise A, le prix maximum, bien entendu, parce que la question c'est-à-dire combien chaque entreprise serait-elle au maximum disposée à payer pour un permis supplémentaire. Donc l'entreprise A, par contre, elle serait prête jusqu'à payer jusqu'à 5 dollars. Parce que déjà son coût pour réduire une unité serait 5 dollars. Donc si tant que le permis vaut moins que 5 dollars, ben, ça lui permet de faire un bénéfice. OK. Antoine, est-ce que ça fait du sens maintenant? Oui, ça fait du sens. OK. Maintenant, bon, peut-être que la question que vous avez posée, c'est ça, en fait. Bon, peut-être que c'est trop détaillé. Là, c'est la question maintenant sur le deuxième marché. Qui vendra les permis et qui les achètera? Combien de permis seront échangés? C'est ça, en fait, ce second marché entre les entreprises. Donc, chaque permis vaut plus pour l'entreprise A que pour l'entreprise B. Donc, B vendra la totalité de ses 100 unités à A pour un prix entre 2 dollars et 5 dollars. OK? Donc, il va vendre tous les permis et ne disposer aucun permis pour la pollution et va réduire plutôt son coût. Va réduire plutôt 20, va réduire de 20 plutôt que d'avoir 20 permis supplémentaires. Elle va vendre tous les 100 à A. Et supposez que c'est un prix entre 2 dollars et 5 dollars. Donc, supposons 4 dollars par exemple. Si elle vend 4 dollars, 4 fois 100, ça va faire 400. Et avec les 400, il va réduire de 20, donc 40 dollars là-dedans. C'est un peu l'idée, quoi. OK. Donc, quel est le coût total pour les deux entreprises des mesures de lutte contre la pollution avec ce système de permis? Excuse-moi, comme là, je ne suis vraiment pas sûre d'avoir compris. OK. Vous dites qu'il va rester, il va renoncer à 20, mais il a vendu ses 100 permis, donc il ne peut produire aucune unité de pollution. Reprends, s'il te plaît.
Non, c'est juste qu'on a eu une alerte du gouvernement du Québec, c'est juste pour ça. Oups, fait que là, ça a sonné, on a tout entendu ça, là, mais c'est ça, c'est rien. Excusez-moi. OK. Oui, Shirin, tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Pardon, oui. Alors, ma question, c'était en fait, vous disiez qu'il allait renoncer à 20 unités de pollution, mais il a vendu ses 100 unités, ses 100 permis. Donc, Ah oui. il peut... Là, je te perdu encore. Je ne sais pas si tu es revenu. Pardon, est-ce que vous avez du mal à m'entendre? Oui, c'est la fin que je n'ai pas entendu pour la question. Alors, vas-y rapidement. Pardon, excusez-moi. Ce que je vous demandais, c'est que vous disiez que la compagnie BL va vendre ses 100 permis et qu'elle va renoncer à 20 unités de pollution. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, parce qu'en fait, si elle vend ses 100 permis, elle ne peut plus produire aucune pollution, non? Qu'est-ce que je... je pense que peut-être que j'ai raconté n'importe quoi. Hein. Si je l'ai dit, j'ai dit qu'elle va continuer à produire, c'est ça? Parce qu'en fait, les unités de production, les permis, c'est pour pouvoir produire, OK? Oui. Voilà, donc si elle vend les permis à l'entreprise A, ben, elle n'a plus vraiment de possibilité d'émettre en fait de pollution en fait. Okay. Mais je veux dire, elle peut produire, mais c'est juste qu'elle n'a plus le droit d'émettre de la pollution. C'est le niveau de pollution. Elle doit émettre le niveau de pollution zéro. Mais là, ce que je dis, c'est que elle va vendre les 100 unités, OK, et réduire maintenant son niveau de pollution. À zéro. C'est-à-dire que les 100 unités, elle les vend à, je ne sais pas, un prix, supposons $400, et puis elle va réduire maintenant donc, toutes les unités, effectivement, parce qu'elle n'a plus à émettre de pollution. Donc, elle va produire quand même. Je pense que j'ai dit la pollution et la production, j'ai mis les deux ensemble, en fait. On est en train de confondre la production et la pollution. Elle va produire, mais elle ne va plus émettre de la pollution. Okay? Elle va produire, mais elle va réduire sa pollution à zéro. D'accord? Avec le montant qu'elle a reçu donc, de l'entreprise A. C'est clair maintenant? Donc, est-ce que le coût auquel elle va vendre les permis, il doit être plus grand que ce que ça lui coûte de renoncer à ces 120 unités? C'est ça. Donc, il faudrait que ce soit... Elle le vende à un prix qui serait supérieur à 2 fois 120? Ah non, 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 non. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Parce que de toute façon, ce n'est pas les 120. C'est... de toute façon, c'est... Comment je veux dire? C'est 100 permis, OK? C'est 100 permis qu'on a, OK? Et, comment je vais dire... même si on n'avait pas les permis, il allait réduire les 20 seraient réduits. Ça, on est sûr, OK? Les 20 seraient réduits à ses propres charges de $2. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il, même s'il n'y avait pas ce système de prix, même s'il n'y avait pas d'échange. OK? Maintenant, pour les 100 permis, pour pouvoir produire, il faut les acheter. C'est-à-dire que les 100, pour pouvoir... Je mets encore la production. Pour les 100 niveaux de pollution, il faut vraiment les acheter. Donc, si vous voulez polluer jusqu'à 100, okay, il faut l'acheter. Si vous voulez polluer jusqu'à 110, c'est que vous devez acheter 100. Et puis les 10 autres restants, je ne peux pas dire que vous pouvez polluer jusqu'à 110. C'est que les 10, vous ne pouvez pas polluer jusqu'à 110 parce que vous devez les réduire. Parce que là, si vous êtes à 120, vous achetez 100. Donc, vous avez la permission de polluer jusqu'à 100. Mais les 20 autres, vous devez les réduire. Vous devez dépenser les coûts de $2 pour les réduire.
Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la mairie donne 100 permis à chaque entreprise. OK? Donc, s'il n'y avait pas d'échange, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise B allait dépenser des coûts de $40 pour pouvoir garder la pollution au niveau de 100, donc avec les 100 permis qu'elle a achetés. Mais maintenant qu'elle voit que l'entreprise A aimerait détenir encore plus de permis, mais elle va lui vendre tous ses permis, donc c'est 100 permis à l'entreprise A. Donc l'entreprise A va détenir maintenant 200 permis et l'entreprise B, 0 permis, donc elle ne doit pas émettre donc, de pollution. Du coup, si elle avait 100 niveaux de pollution qu'elle pouvait émettre, ou bien 120, elle doit maintenant prendre donc, le montant qu'elle a récupéré donc, de la vente, donc supposons $400. Ces $400 doivent lui permettre elle va diminuer sa pollution des 100. De toute façon, même s'il n'y avait pas l'échange, les 20 devraient aussi être diminués. Donc, les 20 sont diminués au coût de 2, indépendamment s'il y avait des échanges ou pas. Maintenant, les 100 autres qui restent seront diminués aussi avec le montant qu'elle aura reçu. Donc, assurément, ce qu'elle aura vendu serait supérieur à $200. Okay? Vu que c'est supérieur à $200, elle aura intérêt à tout vendre. Okay? Donc, il ne faut pas mettre les $20 dans l'opération parce que qu'il y ait échange ou pas, dans tous les cas, c'est $40, pardon. Ce n'est pas $20. Les $40 devraient être réduits. OK? Je pense que Hugo voulait poser une question. Victor Hugo, tu avais levé la main? Ah ouais, non, c'était juste pour expliquer le contexte parce que. Mais vous avez répondu au travers, là. OK. C'est ça. Est-ce que c'est bon? Je peux y aller? Oui, merci. Pardon. Alors donc, la dernière question, maintenant, c'est quel est le coût total pour les deux entreprises des mesures de lutte contre la pollution avec ce système de permis? Donc, l'entreprise B réduira à 0 sa production de pollution, ce qui lui coûtera 120 fois $2, donc $240. L'entreprise A aura désormais 200 permis et pourra émettre 200 unités de pollution, donc 30 de moins qu'avant. Cela coûtera à A $30 fois 5 égale à $150. Et le coût total du contrôle de la pollution dans ce système est donc de $240 plus $150. Donc, $190, $390 pour les coûts pour réduire la pollution. Parce qu'il y a déjà un permis de $200. OK. Alors, l'exercice 3, bon, on n'a plus de calcul non plus là-dedans. C'est vraiment des intuitions. L'exercice 3, c'est Kijiji et Marketplace, qui sont deux sites concurrents d'enchères sur Internet, où les vendeurs et les acheteurs effectuent des transactions. Chaque site d'enchères gagne de l'argent en facturant des vendeurs pour lister leurs produits. Kijiji a décidé de supprimer les frais pour la première transaction pour les vendeurs qui sont nouveaux sur son site. Expliquez pourquoi cela est susceptible d'être une bonne stratégie pour Kijiji dans sa compétition avec Marketplace. Okay. Les sites d'enchères sur Internet se caractérisent par des externalités de réseau. Davantage de vendeurs veulent publier leurs articles sur le site que plus d'acheteurs visitent. Et plus d'acheteurs visitent un site sur lequel plus de vendeurs publient les articles à vendre. C'est donc une bonne stratégie pour Kijiji pour éliminer ses frais aux nouveaux vendeurs. En conséquence, plus de vendeurs publieront sur Kijiji que sur Marketplace, attirant également plus d'acheteurs à Kijiji qu'à Marketplace. Je ne sais pas si c'est clair dans tout ce que j'ai lu là.
Je pense que oui. Ben, ouais, ça. Parce que une fois qu'on a supprimé, quand vous êtes nouveau, une fois qu'on a supprimé, vous ne payez pas le premier article que vous publiez. Donc, tous les nouveaux vendeurs, ils seront sur Kijiji. Donc, auront un compte sur Kijiji. Donc, ça fera beaucoup de clients, beaucoup de vendeurs. Donc, les acheteurs aussi vont aller là-bas aussi parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je pense que c'est simple que ça. Hein. Puis en même temps, dans le fond, comme ils réduisent quand il n'y a pas de frais pour la première publication, dans le fond, ça vient un peu augmenter. Ça affecte une marge de profit plus élevée, en fait, avec la vente du produit sur Kijiji. Fait que c'est plus attirant pour le vendeur. Au bout du compte, si tu as une transaction qui ne coûte rien, mais tes profits à long terme, ils vont être plus élevés. Mm-hmm. C'est ça. Alors, on veut voir si le gouvernement n'intervenait pas, quel effet ça aura. Donc, la deuxième question, c'est que Marketplace s'est plaint auprès du ministère de la Justice que la pratique de Kijiji de l'élimination des frais pour les nouveaux vendeurs était anticoncurrentielle et conduirait à la monopolisation du secteur des enchères sur Internet. Marketplace est-il correct? Comment le ministère de la Justice répondra? Marketplace est correct. En raison de l'externalité du réseau, la pratique de Kijiji est anticoncurrentielle et susceptible de conduire à terme à la fermeture de Marketplace parce que les mesures prises pour obtenir un avantage monopolistique sont illégales. Le ministère de la Justice devrait intervenir et mettre fin à la pratique de Kijiji d'éliminer les frais aux nouveaux vendeurs. Parce que le système donc des ventes sur les réseaux sociaux présente comme une externalité. Quand vous faites ça pour les vendeurs, ce n'est pas seulement les vendeurs que vous attirez parce que ça aura un effet causal sur les acheteurs. Donc, à cause de cette externalité, c'est comme il n'y aura plus, il n'y a plus de concurrence, vraiment, il n'y a plus de choix entre Kijiji et Marketplace, dans le sens que tout le monde, c'est sûr que Marketplace n'aura plus de clients là, parce que tout le monde va virer vers Kijiji et c'est une mesure qui n'est pas, qui est vraiment anticoncurrentielle parce que ça va le rendre monopole, ça va le rendre monopole sur le marché. Donc, pourquoi le gouvernement devrait intervenir? Parce que le gouvernement ne doit pas favoriser le monopole en fait dans l'économie. Parce qu'une fois qu'il aura tous les clients, après, bon, il peut décider tout ce qu'il veut. Après, quand Marketplace fermera ses portes, quoi. OK? OK. La question 3, c'est on est dans un contexte où, en fait, il n'y a pas de frais pour Kijiji arrête d'éliminer les frais pour les nouveaux vendeurs. Mais comme il a fourni un bien meilleur service technique que son rival, Marketplace, alors les acheteurs et les vendeurs ont fini par préférer Kijiji. Finalement, Marketplace a fermé ses portes, laissant Kijiji en tant que monopoleur. Est-ce que le ministère de la Justice devrait intervenir pour diviser Kijiji en deux entreprises? Expliquez. Bon, là, non. Parce que le ministère de la Justice ne devrait pas intervenir en raison du réseau. L'activité de vente aux enchères sur Internet est naturellement devenue un monopole. OK? C'est parce que les mesures que Kijiji a utilisées ne sont pas des mesures anticoncurrentielles dans le sens que voilà quoi, il fidélisait les clients, voilà, c'est le service bien rendu. Ce n'est pas le fait d'enlever le prix, c'est comme distribuer le produit gratuitement à des acheteurs, c'est anticoncurrentiel. Mais fidéliser les clients, les acheteurs, faire la publicité, c'est pas anticoncurrentiel. Donc, le gouvernement ne peut pas intervenir dans ce sens-là. Donc, les acheteurs et les vendeurs sont tous deux mieux servis par une industrie avec un grand site d'enchères que deux petits sites. Kijiji n'a rien fait d'illégal car il est devenu monopole en fournissant un meilleur service
plutôt que de prendre des mesures anticoncurrentielles. OK. Alors, on va regarder un autre cas où Kijiji est désormais un monopole de l'industrie des enchères sur Internet et il possède également un site qui gère les paiements sur Internet appelé Pay for It. Et il est en concurrence avec un autre site de paiement sur Internet appelé PayBuddy. Kijiji a maintenant stipulé que toute transaction sur son site d'enchères doit utiliser Pay for It plutôt que PayBuddy pour le paiement. Le ministère de la Justice doit-il intervenir? Expliquer. Bien évidemment, oui, parce que je disais tantôt qu'une fois que Kijiji donnait les nouveaux crayons gratuitement, après que Marketplace aurait fermé ses portes, Kijiji va doubler peut-être les coûts de publication des articles, en fait. Donc, c'est-à-dire faire tout ce qu'il veut avec la clientèle. Tout comme dans ce cas aussi, il veut obliger la clientèle à ne pas utiliser PayBuddy, qui est une mesure anticoncurrentielle parce qu'il y a une concurrence entre Pay for It et PayBuddy. C'est que Kijiji essaie d'éliminer cette concurrence-là par des mesures qui sont anticoncurrentielles. Okay? Donc, le ministère de la Justice devrait intervenir, comme dans le cas de Microsoft. Kijiji utilise sa position de monopole dans une industrie, entre parenthèses, la vente aux enchères sur l'Internet, pour obtenir un monopole dans le secteur du paiement sur Internet également. Le ministère devrait interdire à Kijiji d'exiger que les acheteurs et les vendeurs sur son site utilisent Pay for It. Okay? Microsoft, c'est quoi il avait fait? Je pense que c'était pour le système est-ce que c'était le système de navigation Explorer? Ouais, je pense que c'est ça. Microsoft, à un moment donné, exigeait que toutes les compagnies, parce que le système d'exploitation Microsoft est fourni aux fabricants d'ordinateurs, par exemple IBM et les autres, c'est Microsoft qui les fournissait. Et à un moment donné, je pense qu'il y avait un autre navigateur qui est utilisé à l'époque, j'ai oublié, mais Microsoft voulait que tous les ordinateurs n'incorporent que Windows Explorer. Et ça, c'était une mesure anticoncurrentielle qui ne permettait pas d'utiliser Mozilla Firefox ou bien Google Chrome, voilà, et tout le reste, quoi. Il veut juste que dans les appareils Windows, on n'utilise que Windows Explorer. Donc, c'était vraiment anticoncurrentiel, donc, à un moment donné, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, bon, pour conseil, pour préparer l'examen, il y a la théorie des jeux, les externalités, comprendre bien le principe. Donc, les facteurs de production, ça va faire le même travail qu'on avait fait pour la fonction de production pour l'intra, où on égalisait la demande avec l'offre et tout ça. Ça va le faire aussi pour donc, ça, la deuxième partie du cours, il y a le même travail. Et les facteurs de production qu'on a vu la dernière fois. Et puis aussi le coût moyen, le coût marginal. Voilà, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est tout ce qu'on a vu depuis l'intro qui va être à l'examen. Oui, tout cela. Mais j'ai insisté quand même sur certains points. Bon, apparemment, c'est tout. Hein? Apparemment, c'est tout ce que vous avez vu alors. OK, donc c'est ça. Tout sera à l'examen. La théorie des jeux, oui, ce sera dans les questions courtes. Il y aura un exercice long, je pense que je vous l'avais déjà dit, et j'ai présenté une manière de le faire. Donc, c'est ça. Ça ne sera pas trop compliqué. Ce sera exactement comme on l'a fait pour ce qui concerne la théorie des jeux. Bon, le
mardi prochain, non, le mercredi prochain. On va essayer quand même de travailler longtemps. On va essayer de finir la fiche, le quiz. J'espère qu'il va vraiment vous l'envoyer. Sinon, je vais chercher pour voir s'il y a. Si j'ai ça, je vais vous le présenter. Mais je pense qu'il va vous le donner. Il va vous donner une fiche. Et puis, je vais essayer de voir si je pourrais composer moi-même quelques exercices. Voilà, pour l'ajouter aussi. On va voir. On va voir ça. Pour vous donner, en tout cas, d'être bien à l'aise et tout. Parce que quand moi je corrige, j'aime bien quand les étudiants font bien le travail, quoi. OK? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire la semaine prochaine. Commencer les révisions déjà. Ce serait bien, vous aurez moins de stress. OK. Merci, Komla, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.